Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Philosophie et vérité. Celui qui s'intéresse à l'œuvre de Badiou ne peut manquer d'être étonné par la diversité des genres qu'elle implique. Mathématicien, penseur, homme d'action politique, dramaturge et romancier, commentateur, philosophe bien sûr, Badiou est tout cela à la fois. C'est pourquoi, d'emblée, on opérerait une réduction malencontreuse à ne vouloir retenir de cette créativité que 2 ou 3 termes systématiques. Si par exemple, à juste titre, on retient de sa pensée l'importance du mathématisme, culminant avec la thèse selon laquelle l'ontologie, la science de l'être en tant qu'être, s'accomplit dans la mathématique, on ne doit pas en conclure que Badiou tente tout bonnement d'expulser de la cité selon l'antique trait prêté à Platon, les poètes, et que sa pensée est traversée par une quelconque haine de l'élément poétique. Car Badiou est tout aussi bien, dès ses premiers écrits, homme de lettres, publié en prose au milieu des années 60, Almageste et Portulan. Et cette même époque se caractérise déjà par une préoccupation d'ordre mathématique, c'est le concert de modèles, 1969, non moins que par la pensée politique révolutionnaire, visant à établir pour notre temps une pensée de la dialectique. Oui, on se saisirait très mal de l'œuvre de Badiou en retenant que la part dite alors essentielle, touchant aux travaux d'ontologie fondamentale, l'élaboration d'un discours de l'être parachevé par l'être et l'événement. Sans doute peut-on dire qu'il s'agit là d'un chef-d'œuvre, et cela au sens de la philosophie la plus traditionnelle, la plus abstraite peut-être. Mais on ne doit pas perdre de vue, alors, ce que la force du personnage, du penseur et disons de l'artiste a de foncièrement actif, comme si, d'Alain Badiou, émanait la capacité heureuse d'un autodépassement constant et joyeux. Il ne s'agit pas de verrouiller à chaque livre, à chaque tour de clé un système, ni même de toucher la plus-value sur ce qui fut déjà écrit ou pensé. Bien au contraire, il y a toujours à l'œuvre, chez Badiou, un principe d'autocritique raisonnée. Et peut-être plus encore, la conscience que chaque aspect de l'œuvre se réfère non à une totalité de sarcophages mais à une procédure particulière et singulière qui aura tenté de signifier, de l'être et de ce que Badiou nomme l'événement, quelque chose de cela, l'être et l'événement, mais ainsi et alors. La pensée elle-même est événementielle, et si elle peut tenter d'en venir à l'événement, si elle doit le faire, elle n'est jamais par là même identique à un quelconque savoir intégral de l'être. Il ne s'agit dès lors, dans l'œuvre en devenir de Badiou, ni de contradictions flagrantes, ni d'un éclectisme forcené, ni d'une passion de la toute cohérence interne, ni même, comme on le dit parfois de Heidegger ou bien de Wittgenstein, de moments distincts ou de tournants. De quoi donc alors ? De ce que nous disions, de ce qu'un ouvrage et une circonstance d'écriture entretiennent d'événementiel, et se rapportent non pas tant à un être disciple circulaire et parfait, manoir d'une pureté savante et véridique, qu'à l'occasion d'écrire ce qui de l'être se laisse événementialiser, plutôt qu'essentialiser. Mais ce serait peu dire, car il est bien certain que tout écrivain au travail se trouve d'une certaine manière dans cette guise. L'unité a posteriori de l'œuvre, on le sait, n'est jamais qu'une invention de critique post-mortem, un peu sot d'être myope ou presbyte. Pour Badiou, la manière plus exacte se dirait d'abord à partir de ce qui en lui, le pousse à réaliser, à matérialiser dans son œuvre même cette pensée la plus générale selon laquelle il y a, humainement possible, 4 procédures de vérité: l'artistique, la politique, la scientifique et l'amoureuse. Nous ne pourrions avancer plus loin donc, dans la forme de l'œuvre, comme on dit, sans en venir à l'exposé de cette conception, les 4 conditions de la philosophie. D'un certain point de vue, on ne peut remonter en deçà de cette idée, que Badiou pose volontiers comme un axiome existentiel, parce que toute tentative d'invoquer avant cela une détermination relèverait déjà d'une certaine et trompeuse compréhension de la philosophie. De fait, la philosophie, pour comprendre ce qu'elle est, doit reconnaître cette antécédence quadruple à sa saisie propre. On sait que la déconstruction de Derrida a pour effet une certaine indistinction des champs littéraires et philosophiques. La différence travaille secrètement le conceptuel de telle sorte que la pensée philosophique apparaisse finalement comme une littérature des différences. Heidegger éteignit lui-même l'idéal originaire de scientificité de la phénoménologie, encore au travail dans Être et Temps, dès lors qu'il en vint à la poésie comme aux disciples de l'être. On remarque enfin chez Deleuze cette volonté de faire usage du matériau littéraire au sein même de l'écriture philosophique, ce qui ne signifie pas cependant pour lui que la philosophie n'est rien de spécifique.
création de concepts, elle a bien son activité propre, mais les coupes sur l'infini ou le chaos que sont les grandes activités de la pensée humaine, art, science, philosophie, supposent des recréations toujours possibles d'un champ à l'autre en vertu d'un processus différentiel sans origine ni fin et qui par exemple suppose de L', affecte dans l'agencement du concept. Or, et au regard de ces quelques repères contemporains, que sera donc la philosophie pour Badiou ? Doit-elle, celle qui dès Platon dut se dire simultanément selon le mythe et le logo, se donner à la littérature ou au contraire au géomètre ? Il est bien certain que la philosophie contemporaine n'a de cesse de s'interroger sur ce qui la distingue ou l'indistingue de l'idéal littéraire, comme le montrent, chacune à sa manière, les positions de Derrida, Heidegger et Deleuze. La réponse de Badiou est d'abord surprenante. Badiou ne s'en tiendra pas à la dualité de savoir si la philosophie doit être poétique ou déductive, en dépit du fait ce qui s'expliquera que l'ontologie soit pour lui la mathématique. Ce qu'il y a, c'est que le philosophe ne comprend ce qu'il tente de faire qu'à partir du moment où, loin de définir d'abord la philosophie, il la laisse être à partir de ses conditions. Elle n'est point originaire, la philosophie, sinon en vertu d'une illusion, d'ailleurs universitaire et narcissique, et qui suppose que le philosophe sera comme l'amoureux de la vérité, le juste et premier prétendant. À cette conception substantielle de la philosophie se rapporte la conception substantielle de la vérité. La vérité serait ceci ou cela, dont le discours du philosophe serait le disciple. On distribuerait ensuite les avatars de moindre conscience de cette précieuse substance, ou essence, dans les activités scientifiques et poétiques. Cette conception vient dès lors que la philosophie se présente elle-même comme une procédure de vérité. La pensée s'expose alors au désastre d'une détention de vérité. Elle peut se vouloir poétique Nietzsche, scientifique Husserl, passionnelle Kierkegaard ou Pascal, ou politique Platon ou Marx, croyant dans ces conditions devenir cette saisie de vérité. Mais dans tous les cas elle perd ce qui caractérise son authenticité, et qui est la méditation de la compossibilité de ces quatre procédures de vérité. Reprenons, la philosophie ne produit aucune vérité par elle-même. Ce qui en produit, ce sont les quatre procédures. La philosophie, elle, doit rendre raison de ce que ces quatre procédures sont possibles les unes les autres. Elle ne cesse cependant de céder à la tentation d'être exposition de vérité, et comme l'humanité génère de fait des vérités à travers le cadre des procédures, sa tentation la plus constante est de se greffer sur la poésie, la science, la politique, la psychanalyse, mais elle prétend dans cette même opération être pas seulement cela, de la poésie, de la science, de la politique, de la psychanalyse, elle prétend être à la fois le savoir pur de son épousé et des autres procédures, rabattues hiérarchiquement sur son élu, parce que la philosophie se sert alors d'une des procédures qui produit effectivement des vérités, comme de la vérité des vérités, conformément à ce qui guide son télo à la fois historique, naïf et péremptoire. En fait, tant que la philosophie construit ainsi son montage, elle reste dépendante d'une vision sacrée de ce qu'elle est, de l'humanité et du monde. Son herméneutique vaut religion du sens, selon la double posture d'une élection, la philosophie est le poétique, est le scientifique, etc., et d'une continuité entre les quatre procédures. La dissymétrie en elle, cette procédure plutôt qu'une autre, s'accompagne d'une synthèse qui porte, en elle et les trois autres et la procédure élue. Mais évidemment le montage reste périlleux, puisque chaque procédure est spécifique et qu'on ne voit pas pourquoi subsumer les trois autres sous le un englobant, qui n'est en fait qu'une procédure contemporaine des autres. Il en résulte que la philosophie ne sait plus si elle a un lieu propre, en même temps qu'elle ne peut s'empêcher de céder à cette quasi-identification. Si elle ne se délocalise pas ainsi, la philosophie n'aura comme autre voie que l'historicisme. Elle ne sera plus que sa propre histoire, donnant crédit au thème bien connu de sa fin, la métaphysique de l'étang ayant été épuisée par une modernité qui ne croit plus du tout aux odyssées conceptuelles. Et la voilà paralysée finalement, entre l'absence d'un domaine réellement sien et l'historiographie. De là que la tâche propre à la philosophie ne soit pas historique, se regarder sans cesse à nouveau, moderniser égal ou qui que ce soit, pas plus qu'elle n'est artistique, politique, scientifique, psychanalytique. Mais elle n'est pas non plus à côté de ces domaines, comme un autre espace spécifique. Elle n'en est pas plus la supersynthèse, le subsumant, parce que les procédures restent hétérogènes, il y a en chacune de l'irréductible aux autres.
Néanmoins les procédures sont compossibles de fait, car chaque humain n'est rien d'autre que cela. C'est qu'il ne faut pas seulement entendre les 4 procédures comme les fruits de la culture humaine, elles ne sont que tout à fait secondairement cela, des théorèmes, des jocondes, des textes de loi. C'est chacun d'entre nous qui trace à la fois des procédures savantes, artistiques, amoureuses et militantes dans la confiance qu'il a d'avoir à être comme dans la vérité de ce qui lui advient singulièrement. Disons par exemple, cette certitude ou façon d'affirmer, cette manière de voir ou humeur, et puis une rencontre, une prise de position. Toutefois, l'empirisme des psychologies ne nous mènerait pas loin. Là n'est pas l'essentiel. L'essentiel ? Que l'humain soit l'animal qui donne sens à un être sans lui anonyme, parce qu'il est l'interloqué de l'événement, parce que quelque chose pour lui advient, et ce quelque chose, l'événement qu'il nomme, n'est rien d'autre que ce dont il peut faire procédure à l'infini, n'étant rien, cet événement, une fois pour toutes de substantiellement défini ou de définitif. Les procédures sont les radicaux existentiels de l'expérience d'avoir à être humain. Mais pour s'en tenir, ou en revenir pour l'instant à la philosophie, nous devons concevoir qu'elle est nécessairement torsion avec les manifestations de chacune des procédures spécifiques. Son cœur et son intelligence, en écrire et en faire, ce n'est pas spatial mais tensionnel. Ce n'est pas ici ou là que vous en faites, mais pour autant que la compossibilité s'énonce. Que peut-elle bien recueillir de cette compossibilité ? La question est inséparable de ce que sont les vérités de l'art, de la politique, de l'amour et de la science. D'un certain point de vue, la philosophie, si elle existe, puisqu'elle existe à travers des textes et des pensées, ne peut se séparer radicalement de ces conditions. Elle en prend quelque chose. Mais elle ne sera pas savoir, mais fiction de savoir, et elle ne sera pas art, mais fiction d'art. Et elle en agencera nécessairement la superposition. Et de même offre-t-elle une intensité particulière, que tout philosophe connaît d'expérience, qui s'apparente bien à l'amour, mais débarrassée de tout objet singulier. Et de même encore s'adressant en droit à tous, elle est comme une stratégie politique sans enjeu de pouvoir. Torsion des conditions, elle saisit leurs vérités ensemble, sans cependant les identifier à une vérité dont elle serait la détentrice. Cette saisie, dit Badiou, c'est à la fois une capture, une prise mais aussi un saisissement, un étonnement. Dès lors la philosophie, dans le montage de la catégorie de vérité, disposera d'une sorte d'énonciation spécifique des vérités des conditions. Mais ce sera là le moment et le lieu du plus grand danger. Vouloir signifier les procédures comme interprétation totalisante, sens du sens, via la splendeur de la catégorie de vérité. Non pas. La vérité tout au contraire sera le soustractif. Soustractif à toute expérience, tandis que les vérités des conditions nous arriment à un sens encore expérimental, déclarer son amour, comprendre un théorème, être subjugué, s'engager, etc. Soustractif à toute identité ou essence, soustractif à toute plénitude, soustractif à tout lieu de la vérité. Il en résulte que la philosophie doit soustraire la vérité du dédale du sens, et qu'ainsi saisies les vérités sont distribuées dans ce qui interrompt le régime du sens. De ce point de vue, la philosophie désubstantialise toute vérité et désacralise toute signification, sacralisation qui constitue à l'inverse, aider la tendance herméneutique de la philosophie, la pente religieuse, sacralisation qui est ce dont l'homme peine le plus à se défaire. C'est pour cette raison qu'il en reste à la finitude humiliée ou peureuse devant la procession des dieux de toutes sortes et de tout niveau, manquant ainsi l'infinité qu'il est d'être déjà dans l'être infini. C'est pourquoi la philosophie est saisie des vérités, selon l'éternité. L'éternité n'est point du tout pour Badiou l'attribut du religieux. Au contraire, si seule l'éternité permet de reconduire les vérités singulières des procédures temporelles, les miennes et les vôtres, à l'unité universelle de leur vide en vérité. Saisie dans l'éternité, une procédure singulière a pour vérité un vide qui ne présente rien, qui opère seulement à partir du vide de l'être et qui rend compte ainsi de la possibilité de la signifiance humaine. La philosophie ne présente donc rien, à proprement parler, sinon que la signification se fait de rien. Dès lors que la philosophie ne tient pas ferme sur cette exigence du soustractif, elle se fait d'une manière ou d'une autre, religion, sous la triple détermination du sacré, de l'extase et de la terreur, ce qui est sa honte ou sa bêtise même. Le sacré advient pour autant que considérant que la vérité doit emporter en elle, dans son unité crue, la multiplicité irréductible des conditions et des procédures,
l'on cherche le nom unique de celle-ci, non forcément sacré dans son unicité. L'extase alors dit qu'il y a chemin vers celle-ci, qu'elle est en un lieu où aller, fût-ce à la limite, par une théologie négative construisant par la croyance en l'autre du monde un tel lieu. Enfin, la pensée devient commandement obscur et tyrannique parce que ce qui n'est pas dans cette vérité est convoqué devant elle comme n'ayant point légitimité d'être. Désastre de la pensée dont c'est à se demander quand la pensée a réellement eu la puissance laïque de sortir. D'un autre côté, le philosophe doit affronter son double qui n'est autre que le sophiste. Le sophiste affirme qu'il n'y a pas de vérité, que tout, de la vérité qui n'existe pas, se réduit au jeu de langage et de pouvoir, au savoir utile du maniement des règles. La sophistique moderne y ajoute volontiers l'énoncé selon lequel la philosophie n'a plus qu'à se taire, ne pouvant dire l'au-delà des règles, ainsi que Wittgenstein nous y invitait au terme du Tractatus. Nul doute que le discours contemporain, Lyotard mais peut-être aussi Derrida à sa manière, se nourrissent comme au généreux biberon de l'antique sophiste. Contre cela, il faut énoncer premièrement qu'il y a des vérités, deuxièmement que tout à l'inverse de l'énoncé de Wittgenstein selon lequel, ce dont on ne peut parler il faut le taire. La philosophie comme aventure soustractive, commence exactement là où il s'agit de dire ce qu'on ne semble pas pouvoir dire, c'est-à-dire toujours ce qu'il y a d'indiscernable, d'indécidable, d'innommable dans l'être et la pensée. Toute la pensée de Badiou est justement cela, l'écriture du soustractif plutôt que de l'affirmatif. Sa puissance et son originalité proviennent de cette volonté de montrer pour ainsi dire l'envers de l'essence, là où celle-ci ne détient son apparente positivité qu'au point où elle s'ouvre d'elle-même à une anti-essence radicale qui est la possibilité même de son visage, point que l'on saura rigoureusement exposer en menant la forme à son impasse sous-jacente, que l'on saura donc d'autant mieux exhiber que l'on poussera l'apostrophe, exigence de formalisation à son comble. Bien entendu, l'entreprise de Badiou reste incompréhensible à celui qui ne saisit pas quelle mutation il peut, en ce début de siècle, faire subir au concept archi-traditionnel de vérité. Dans la Grèce de Platon, la vérité dont se moquent les sophistes suppose la visibilité intelligible, eidétique des idées. Platon lutte contre les sophistes au nom de ceux-ci qu'il y a des idées. Badiou reprend le geste de Platon, qu'il commente toujours d'une manière saisissante, très éloignée de l'anti-platonisme régnant depuis Nietzsche, et qui agit à la manière d'un thème de la modernité qui nous empêcherait finalement de distinguer ce qu'il y a d'actif dans Platon aujourd'hui au nom du thème trop général de la dévaluation du ciel des idées, ciel qui suppose de toute façon un certain académisme de la lecture de Platon. Par exemple, Badiou rappelle que les 4 conditions forment déjà les 4 registres que Platon explore. Il se dit platonicien pour autant qu'on entende par là l'affirmation qu'il y a des vérités et des idées de l'être. Mais bien entendu, les vérités des 4 conditions doivent en même temps entrer dans la configuration post-nietzschéenne. Il ne s'agit nullement d'essence. En un premier sens, les vérités sont absolument singulières. Nul n'aura vos vérités. D'ailleurs vous ne les avez pas ces vérités. Vous en êtes plutôt le moment local, évanouissant et hasardé. Les vérités concernent non exactement la production d'un sujet particulier mais disons provisoirement sa trajectoire dans l'être à partir des événements qu'il interprète. Le sujet est produit, rare et toujours unique, comme point d'arrêt évanescent, ou moment fini, d'une procédure infinie de vérité de laquelle il tire son peu d'être aléatoire et qu'il peut prolonger sans fin et sans détenir quoi que ce soit d'essentiel. Les vérités sont des procédures et non des résultantes. Elles n'exposent quelque chose du savoir et du véridique, que pour autant qu'elles confient au sujet la tâche errante de ne jamais pouvoir déterminer ce qu'elles sont, ni même où elles sont, n'étant que non étant, n'étant que trou ou vide dans le savoir, savoir qui pour cette raison même peut se constituer comme un procès toujours possible, toujours reconductible par la seule force d'une confiance qu'a le sujet ainsi précipité dans l'attente vide d'un « il aura été vrai, pour moi, Q'. Il en est ainsi de ceci ou cela, de mon amour, mon engagement, mon émotion ou mon su. Il faut bien se démarquer de toute conception des vérités des conditions, comme de quelque chose qui s'inscrirait à la manière d'un savoir positif. Le ceci ou cela des déterminations, formant ce que Badiou appellera le véridique, ne tient qu'à la trouée qu'impose la vérité indiscernable. Le trou fait le savoir. Mais toute confusion de la véridicité et de la vérité retourne au désastre, et ne rend absolument pas compte de la possibilité en nous d'un savoir fait à la fois d'errance et de confiance.
Mais en un second sens, il y a une universalité des vérités, et donc finalement une singularité universelle des vérités. Chaque sujet à travers ces vérités reconduit à la compossibilité des conditions que la philosophie nomme la vérité, et cette dernière suppose bien comme matériau une ontologie puis le dégagement à partir de l'être, d'une structure paradoxale, de l'événement qui donne à voir dans l'analyse de cette substructure encore anonyme, comment tout sujet par ses vérités se fait fidèle aux événements. Il y a aussi et surtout que toute vérité se dit d'un sujet sans identité fixe et à partir d'une loi sans loi, pure effectuation sans essence préétablie, prédéterminante, hasard seulement relevé par la confiance du sujet en celle-ci, par son caractère militant qui donne sens aux événements à partir de cette croyance. L'universel advient non pas du tout comme la part commune des esprits mais comme ce que nos vérités ont de vide en commun auprès de l'être anonyme qu'elles supplémentent à partir des événements qu'elles rendent dissibles, mais être ou anonymat ou vide inaugural qu'elles ne sauraient changer en soi. Pour chacun de nous, la vérité supplémente le vide inaugural et terminal de l'être, sa situation ontologique, à partir de l'événement irréductible à l'étang et à son apparente identité et densité, éclipse de l'étang qu'elle rend dissible, qu'elle mène cependant à son tour à l'évanouissement de ce qu'elle est, elle, la vérité de cet événement, si bien que nous nous interposons entre le vide de l'être, global, et le vide de la vérité situé à partir des événements. De telle sorte que l'universel soit fatalement une dimension de nos vérités singulières. Car oui, nous y éprouvons et y convoquons tous, mais chacun à notre manière, c'est-à-dire dans l'irréductibilité de notre situation, le vide. Mais pour en revenir aux sophistes, on voit dès lors qu'on ne doit pas souhaiter en philosophe en venir à bout une fois pour toutes. Car comment cela serait-il possible sans en revenir au désastre, à l'affirmation ? Il y a de la vérité et elle est ceci ou cela. Le philosophe dépris du sacré contemple le sophiste comme son double, nécessairement, mais doit tenir ferme sur le fait qu'il y a des vérités et sur la capacité de dire l'indicible en poussant à bout ce disciple. Le sophiste peut le hanter autant qu'il le veut, et il le faut bien en un sens, si la sophistique du moins, permet d'échapper déjà au sacré de la vérité. Il sera cependant le philosophe, écrit Badiou, le bris d'un miroir. La surface de la langue, qui est ce miroir où le sophiste dispose absolument tout, le philosophe devra la traiter dans son acte de philosophe. Tout n'est pas dans la langue. Il y faut une retenue constante et la compréhension que l'être précède le langage, que la problématique du langage ne se saisit qu'à partir de l'être vide, au demeurant, et de la vérité désubstantialisée. Il y a pour Badiou une grande sophistique contemporaine. Celle-ci institue la variabilité des jeux de langage, ce faisant tend à détruire la pertinence du concept de vérité, mais aussi détermine comme rhétorique la pensée, la rabattant bientôt sur l'esthétique, et promeut comme politique la simple pragmatique d'une démocratie telle qu'elle est, qui serait le meilleur des mondes possibles. Mais plus profondément, la sophistique est un enseignement sur notre époque, elle nous dit le contemporain. Elle permet à la philosophie de se saisir de l'état des conditions, aujourd'hui. Le caractère éternisant de la philosophie, par sa catégorie vide de vérité, se trouve maintenant activé par l'état des lieux d'une époque, et qui s'appelle pour nous sophistique. Point capital. Pourquoi la philosophie est-elle sans fin ? Pourquoi en appeler à sa mort ? Est-ce la stupidité, ou plutôt céder à l'impression sophistique ? Pourquoi est-elle et sera-t-elle toujours possible ? Parce qu'il lui appartient à chaque époque de saisir l'état actuel des vérités des conditions selon la pince d'éternité qui est la sienne, parce que donc, une philosophie se rapporte toujours aussi à une époque, où elle trouve concrètement l'orientation de sa tâche. Ce n'est pas à chaque fois de la même manière, et selon les mêmes problèmes, qu'il faut rapporter les vérités des conditions au vide de la vérité. Pour nous, l'état des lieux est le suivant. La sophistique contemporaine s'exerce nécessairement entre l'âge des sutures de la philosophie à ses conditions et la tentative d'un recommencement de la philosophie. La suture à la poésie en particulier est ce qui a déterminé la pensée du XXe, et celle-ci a trouvé son diadème dans la manière dont Heidegger s'est achevé, après avoir un temps, fidèle en cela à Husserl, semblé suturer la philosophie à la science dans sa phénoménologie de l'être et du temps. Mais tout aussi bien le marxisme a-t-il suturé la philosophie à la politique, tant que l'on croyait en lui comme en une vérité du politique. Et longtemps on le sait,
la philosophie fut suturée à la scientificité soit dans l'esprit métaphysique, soit même dans sa réduction au positivisme. Seulement, nous sommes désormais là où confusément, nous ne croyons plus en ces sutures, sans pour autant assister encore à une renaissance de la philosophie sur la base d'une autonomie claire. Et c'est pourquoi la sophistique ne peut que fleurir, symptôme d'un entre-deux pour qui sait encore vouloir la philosophie, mais forme d'un contentement ludique matiné de nihilisme pour les autres. Il s'ensuit que les orientations de Badiou sont inséparables de la configuration contemporaine. Il s'ensuit que sa définition de la philosophie suppose une sorte de synthèse entre l'éternité du vide et la temporalité d'une époque qu'il s'agit de reconduire à cette première. Cela veut dire que la philosophie est toujours possible parce que l'actualité est toujours déjà donnée aux penseurs d'un temps, et deuxièmement qu'on ne peut prescrire son orientation concrète une fois pour toutes, et troisièmement que le travail de Badiou, ce qu'il propose, est inséparable de la manière dont il appréhende cette époque. Nous pourrions supposer à la limite, en produisant la fiction d'une autre époque, que les tâches à prescrire soient autres, parce que la configuration serait autre, même s'il s'agit toujours de montrer ce que la philosophie peut tirer des conditions quant au vide de la vérité. Les conditions qui ne cessent d'avoir une histoire propre, un devenir du moins, forment en ce sens le principe infini de la vitalité, de la nécessité et de la possibilité de la philosophie présente et à venir. Pour Badiou, la situation contemporaine enjoint d'être platonicien, cela non bien sûr dans le fond mais sur la forme du geste qui seul peut dépasser la sophistique. La suture de la philosophie au poème doit être congédiée, permettant du même coup au poème d'exister pour lui-même. Inversement, le mathème doit être requis comme ce qui nous donne à voir comme tel, le vide de la vérité sans céder aux sirènes de la sophistique. Puis la politique doit être refondée, inventée, l'amour doit être réellement pensé. Nous voyons alors la raison profonde de l'apparente dissymétrie entre une suture au poème, refusée par Badiou, et une accointance avec le mathème qui a toutes ses faveurs. La configuration temporelle et historique qui est la nôtre, c'est elle qui dicte la nécessité de sortir du romantisme poético-philosophique, et cela ne peut se faire qu'en majorant le mathème au détriment du poème, la voie tout à fait inverse aux élucubrations terminales de Heidegger. Mais enfin, il n'en faudra pas trop vite déduire que Badiou maintient la suture au scientifique au détriment de celle au poète. La suture proprement dite signifierait que la philosophie se dirait scientifique. Ce n'est pas du tout cela, le geste de préférence badiouxien est évidemment autre chose. Il désigne l'époque, ce que le philosophe peut et doit faire de mieux des 4 conditions dans l'état actuel. De manière plus générale, la singularité d'une époque commande ainsi non l'éternité de la philosophie en elle-même mais peut-être l'urgence et l'ordre de ses missions. Il n'en reste pas moins que chaque condition, et donc l'art tout autant que la science, produit sa procédure vers le vide de la vérité. Et aussi que la philosophie, entendue selon le registre entier de ses possibilités, doit montrer comment chacune, distinctement, se rapporte à ce vide. Le poème est ainsi l'innommable dans la langue pour un sujet qui énonce et lui-même et le monde, le mathème la puissance de ce que peut le signifiant pris comme tel, et qui révèle que la structure anonyme est réglée de l'être et sans fond assignable. La politique affirme qu'il y a de l'humain pour autant qu'il y ait en chacun également de la pensée, et donc reconnaît une insaisissable volonté générale au fondement de chaque volonté particulière. Enfin, l'amour dit le deux des sexes, c'est-à-dire la disjonction, comme ce qui ne peut être ramené à l'un, contre toute la littérature ou opinion de la fusion, et par quoi il y a du sujet. Le poème ainsi offre une parole non instrumentale, toujours déjà traversée par le vide énigmatique. Le mathème dépouille de tout sacre adjacent ou intérieur ce mystère artistique du vide en l'exposant à un règlement qui en démontre la réalité ontologique et anonyme. La politique, inventée, réelle, présente à l'état structurel et hiérarchisant la nécessité de l'égalité, la multitude d'un tous, toujours non localisable, imprésentable comme telle, mais nécessairement en vérité de ce qu'elle est, elle, la politique. Enfin, l'amour ne peut être que la fidélité à la disjonction du deux, irrécupérable dans la mystique du deux en un, et qui fonde qu'il y ait de l'homme et de la femme plutôt que de l'espèce. Et qui adviennent l'un l'autre à la rencontre. Revenons maintenant à la question formelle de l'œuvre de Badiou, à partir de ce premier fragment de ce dont dispose le cœur de sa pensée. Il y a bien entendu dans cet initial parcours beaucoup d'implicite.
Qu'est au juste l'événement par exemple? Mais là, tout juste, avant de tenter de clarifier ou de complexifier les termes qui ont servi de premiers matériaux et que nous allons dans quelques instants tenter de confronter à des motifs radicaux de la pensée de Badiou, nous devons faire retour sur cette question. Je disais que l'unité, comme on dit, de l'œuvre de Badiou avait au moins 3 traits remarquables. Une capacité constante d'autodépassement, allégresse de repenser autrement le même, un rapport lui-même événementiel aux circonstances d'écriture, non systématique, enfin la générosité d'emprunter de nombreux chemins des mathématiques aux ouvrages romanesques ou de théâtre. D'où l'on peut parier que ce style de production doit beaucoup à la pensée des 4 conditions elles-mêmes. L'œuvre explore les conditions, non sans les ramener à chaque fois, à ce que l'on peut en dégager de proprement philosophique. C'est quelque chose-là, de très différent de la proposition de Mixte, quelque chose qui même s'y oppose en vertu de ce que nous avons dit sur le nœud en torsion qui va de la philosophie proprement dite aux conditions. Il ne s'agit pas d'écrire de la philosophie politique, ni une esthétique, une philosophie de l'art, ni une épistémologie, une philosophie de la science, ni une théorie philosophique de l'amour. Il s'agit à chaque fois de dégager en suivant une condition, ou plusieurs, les effets proprement philosophiques que l'on peut en retirer dans la philosophie et pour elle. Une métapolitique par exemple, plutôt qu'une philosophie politique, et une inesthétique plutôt qu'une esthétique. Tout autre chemin en reste à la considération que la philosophie se réalise comme politique, comme conscience de ce qui serait en jeu dans l'art, etc. Et on en reviendrait à la conception de la vérité substantielle. C'est donc tout naturellement que Badiou, avec une force incomparable, va pratiquer les conditions. Pratiquer la littérature, roman et théâtre, prose, pratiquer les mathématiques, la théorie des ensembles, pratiquer la politique, son activité de militant autour de l'organisation politique, ses nombreux écrits de combat, et se rapporter à la psychanalyse et à Lacan enfin. Mais il s'agira, quand il s'agira de philosophie, non de faire de la philosophie sur une condition, de rapporter cette condition à sa conscience philosophique. Il s'agira de montrer ce que le philosophe, pour la vérité, peut saisir des vérités circulant dans telle ou telle condition. C'est ainsi que la philosophie, chez Badiou, s'assure d'autant mieux une charge spécifique, une écriture et une thématique propre, et que loin d'avoir à disparaître parce qu'elle serait un aspect culturel défunt, ou désormais impuissant, parce qu'elle serait la nomination obsolète, générale et privée de contenu des autres activités de l'esprit, sciences humaines désormais indépendantes, poétique, littérature, voire sciences dures, elle ne peut cesser d'être et d'avoir pour tâche de écrire, nul ne pouvant réaliser à sa place le projet de désubstantialisation de la vérité à partir des conditions révélantes. Où l'on touche à une grande différence d'avec ce qui se trouve proposé chez Deleuze, recréation universelle des motifs d'une discipline dans l'autre, usage philosophique d'un concept scientifique, d'un affect artistique, ou chez Derrida, littérature critique de l'écriture philosophique, chez Heidegger enfin qui suppose une sorte de retour néo-présocratique du poème de l'être au-delà de la philosophie de l'étant, achevée selon lui par ses soins. La philosophie est une activité spécifique pour Badiou, absolument irremplaçable, mais elle doit pour ce faire se nouer à ses conditions comme à ce qui justement conditionne la possibilité de son discours autonome. Et elle ne doit jamais supposer qu'elle réalise le plus haut d'une de ces conditions, elle-même spécifique. Tout cela doit nous permettre de mieux comprendre l'agencement de l'œuvre de Badiou. Une littérature, tout d'abord, mais qui n'est nullement la vulgarisation de sa philosophie, au sens où l'on peut assigner une telle approche à l'œuvre littéraire de Sartre, bien qu'en même temps il soit remarquable que la grande tradition française des écrivains philosophes se prolonge ainsi en Badiou. Qui est, j'imagine pour Badiou, une expérience en elle-même de la condition artistique, et qui l'engage évidemment comme homme et penseur à travers son esthétique. Une philosophie ensuite, et qui se rapporte aux conditions mais pour elle-même. Une remarque s'impose dès maintenant à propos de ce que l'on tient pour le chef-d'œuvre à ce jour, de Badiou, à savoir l'être et l'événement. Ce que nous avons dit doit permettre de mieux comprendre le sens de cet ouvrage dans la configuration générale. L'être et l'événement traitent d'une des conditions, la scientifique, la mathématique plus exactement. C'est de ce point de vue qu'il faut comprendre que dans l'avenir de l'œuvre et dans sa fonction d'adresse aux disciples, cet ouvrage, central du point de vue de sa puissance et de son ambition,
réalise ce qu'il est possible, tout aussi bien, et à quoi le reste de l'œuvre de Badiou travaille de réaliser pour les autres conditions. Central, il l'est par sa majesté, par ce qu'il convoque à mes yeux d'unique dans l'histoire de l'ontologie, un usage des mathématiques sans égal, mais il ne serait pas faux non plus de le tenir pour un brin du nœud des conditions parmi le 4. Par où l'on doit voir ce que le travail de Badiou a d'inextinguible. Et il est en ce sens tout à fait cohérent avec l'idée de la philosophie et de la vérité que se fait Badiou, que l'être et l'événement posent la thèse, à certains scandaleuse, selon laquelle l'ontologie c'est la mathématique. Qui en effet, peut et doit réaliser l'ontologie ? Si elle le faisait, la philosophie retournerait à ce qu'il y a de foncièrement idéaliste chez Heidegger. Elle se croirait encore reine et disserterait bien vite sur quelques secrets qu'elle perce ou met à jour. Le philosophe ne serait pas conséquent avec sa tâche, la désubstantialisation de la vérité, qui seule le sépare du religieux. Qu'une des conditions réalise l'ontologie signifie que cette condition-là expulse le sujet pour s'en tenir à l'être. Dans son procès, l'être et l'événement réalisent donc l'ontologie pour autant qu'il explicite les effets philosophiques du mathème, tandis que le mathématicien, attelé au travail, n'évoque pas même la question de l'ontologie. C'est bien ce que l'on peut appeler ontologie, cette manière qu'a la philosophie d'expliciter en elle les effets du mathème, de cette condition-là. Car il faut bien du philosophique pour poser la question. Comme il en faut pour à partir de cette ontologie, présenter une méta-ontologie, qui est une doctrine de la vérité et du sujet décrite à partir de ce que le philosophe peut tirer du mathématisme, et telle est la deuxième partie, si l'on veut, de l'être et l'événement. Résumons donc en disant que l'être et l'événement est un grand livre de philosophie sur cette condition, la scientifique, touchant à ce que l'historicisme considère comme le centre de gravité de la philosophie, l'ontologie, et qui est pour Badiou, la mathématique. Mais livre de philosophie, encore, parce que Badiou suit dans le champ de la philosophie les effets de la condition en elle-même aveugle à la question même de l'ontologie, s'il n'y a en effet pour le mathématicien que des problèmes mathématiques. Livre de philosophie enfin, parce qu'à partir de cette base Badiou peut proposer d'autant mieux le montage complexe du sujet et de la vérité en leurs conditions ontologiques, ce que seule la philosophie peut faire. Outre sa redoutable puissance spéculative, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'ontologie, c'est-à-dire de ce que nous tenons, à tort ou à raison, pour le temple de la philosophie, que l'être et l'événement produit un effet incomparable sur ses lecteurs. Mais si l'on a bien saisi la doctrine des conditions et du nœud avec la philosophie, il sera loisible et utile de comprendre qu'une théorie du sujet et de la vérité, complète, encore que nécessairement inachevable, c'est-à-dire une philosophie proprement dite, s'écrit tout aussi bien selon les trois autres conditions, l'artistique, la politique, l'amoureuse. Ce n'est qu'à la problématique jonction, qui n'existe jamais de fait, des effets philosophiques des conditions que le sujet et la vérité seraient parfaitement explicités. Et c'est ce à quoi veille l'œuvre de Badiou en son ensemble. Croire à contrario que l'ontologie est centrale, n'est-ce pas en effet, une fois de plus, au nom de l'être, croire en un lieu de la vérité ? Quelques mots maintenant sur les deux autres aspects. Le caractère événementiel de la production de Badiou et son allégresse autocritique. Qui s'intéresse à lui ne peut manquer de constater son goût pour une certaine multiplication des écrits, opuscules, textes de circonstance, textes consacrés à ce que Deleuze aurait nommé des intercesseurs. Ce peut être tout aussi bien Beckett, Deleuze lui-même, Mao, Mallarmé, Rimbaud, mais aussi étonnamment Saint-Paul. C'est là ce que nous disions, à savoir que pour Badiou un livre et un écrit portent même quelque chose d'événementiel. Certes, cette richesse est celle non pas de tous les grands penseurs mais d'un certain nombre. Ce qui fait plus encore la particularité de Badiou, c'est que, parcourant l'œuvre, on ne manquera pas d'y reconnaître un principe constant non exactement de remise en cause mais en question. Certains de loin, voudraient-ils y voir de flagrantes contradictions ou de gênantes et obscures fluctuations de la pensée ? À cela, il faudrait rappeler le cas échéant que la fermeté d'une pensée ne se conquiert pas à coups de vis répétés mais par l'art des retouches. Et dire plus simplement, qu'il ne s'agit pas de cela mais plutôt d'une capacité à atteindre ce point où une insatiable libido de pensée, pour reprendre l'expression de François Wall, ne convoque pas son passé pour s'assurer de son présent. Le fond de l'affaire, à très grande échelle, est constitué par la place de la question dialectique chez notre auteur.
La dialectique semble d'abord la grande affaire badiousienne, cela dès la théorie de la contradiction, conformément à une orientation marxiste et maoïste. Dans ce cadre, la théorie du sujet pousse à la limite cette analyse dialectique du réel en assignant celle-ci au registre esthétique, mathématique et politique. Mais ensuite tout se passe comme si la dialectique devait être progressivement abandonnée par Badiou au profit d'un discours sur le multiple, qui exprime effectivement une autre démarche que le biais dialectique. De la dialectique, l'être et l'événement ne soufflent mot et Badiou a pu lui-même annoncer que le temps de la dialectique s'était consumé. Songeons que l'affirmation du multiple chez Deleuze a toujours introduit le refus de toute figure dialectique, avec une constance manifeste cette fois-ci. La dialectique suppose que l'on tienne la différence et le différentiel pour une opposition qui ne dit pas son nom, qui n'est point parvenue à la clarté de son autoconscience. Inversement, le multiple répond qu'il n'existe pas en fait de dialecticité qui tiendrait d'une même main des opposés pour les réconcilier. Faux mouvement dit Deleuze, et qui encercle d'avance les différences dans une théâtralité factice, alors que comprendre le multiple c'est comprendre qu'il n'y a jamais eu d'identité, que l'identité en fait provient d'une ralentie et d'une vidée des différences, et qu'en conséquence nul négatif ne peut venir redéterminer une détermination de la position déjà illusoire et aveugle. Doit-on en conclure qu'il y a là un aveu, comme si Badiou avait fini à sa manière, au fur et à mesure qu'il devenait un maître du multiple, à se rallier à cette incompatibilité de la dialectique avec le multiple que Deleuze, pour sa part, aurait toujours eu en vue ? Non, pas du tout. Ce qu'il y a est tout à fait autre chose, ne serait-ce que parce que les conceptions du multiple chez Badiou et Deleuze sont assez violemment hétérogènes. Voyons bien que Badiou a toujours cherché dans la dialectique un principe de démultiplication des termes bien plus que de réconciliation factice. La dialectique lui apparaît d'abord comme le moyen de rapporter les termes dialectisés à leur propre vide, sous la figure nécessaire de leur opposé. Ensuite, comme le moyen de faire apparaître les dimensions multiples d'un même terme. La dialectique, de manière très générale, avait cette double capacité de dévider le terme sinon mégarique, et d'en organiser la diaspora conceptuelle. Mais l'outil, il est vrai, fut privilégié avant d'être dépassé par les constructions plus récentes, du fait d'un engagement de jeunesse franchement marxiste. Ce que Badiou fit cependant du marxisme, dès l'époque de ses méditations dialectiques, et ce qu'il fit de la dialectique dans la théorie du sujet, cela produisait déjà autre chose qu'une allégeance naïve au tout et à l'un d'une révolution qui aurait inversé le cours du monde. Le marxisme est nécessaire parce qu'impossible. Il est un différé infini qui révèle le plus réel du réel, l'existence illocalisable du peuple en son ensemble. Et la dialectique a sa propre et implosante dialecticité, qui rend incroyable la réconciliation hegélienne et le simple retournement marxiste. Il y a un vertige de la dialectique en elle-même. C'est en ce sens qu'il n'y a pas entre la dialectique et la théorie de l'événement, entre l'engagement marxiste-maoïste et la théorie de la métapolitique de Quacq, honteux. Il y a une même recherche, qui s'étend sur des décennies, avec une logique interne qui va en s'affinant. Mais d'un autre côté, nous ne voudrions pas non plus effacer cette dimension, finalement jubilatoire de l'œuvre de Badiou. Oui, il fut dialecticien et il prétend ne l'être plus, mais il traversa la dialectique de telle sorte que cette dernière devint événementielle et multiple. Plus étonnant, et touchant l'œuvre à venir, Badiou annonçait récemment que l'orientation future de son travail serait une théorie du multiple intensif et non plus seulement extensif, et qu'il allait proposer dans Logique des mondes un autre dispositif que celui de l'être et l'événement, encore trop centré sur une théorie de la nomination des événements, dont il reconnaissait que c'était là le point faible, le point trop lacanien encore. Tel est Badiou. Calme bloc ici-bas, parce qu'il s'agit d'un roman, de l'écriture d'une procédure de vérité artistique, parce qu'en un mot les impératifs de l'écriture philosophique n'y sont pas du tout actifs, et justement représentatifs de cette attitude de pensée qui ne s'interdit rien pour autant que le but de la méditation du philosophe ne soit pas une affirmation substantielle de la vérité mais l'écriture de procédés divers visant à la désubstantialiser. Il y a des procédés de désubstantialisation et ceux-ci peuvent fort bien être divers dès lors qu'un montage reste fidèle à ce but. Montrer que le montage doit, quel qu'il soit, faire sa part au vide de la vérité. Calme bloc jouera ainsi avec le concept central de l'être et l'événement,
qui est la démonstration par Cohen de l'existence d'ensembles génériques. Disons que générique désigne dans la mathématique le trou de la vérité, un ensemble indiscernable, dont on peut démontrer l'existence mais dont on ne peut rien déterminer quant à ce qu'il est. Or, Calme-Bloch montra avec allégresse la fiction d'un mathématicien, nommé René Fulmer, découvrant le cardinal toucan. Théorème qui ajouterait la découverte de Cohen en un point de la mathématique des ensembles encore, et peut-être à jamais, obscur. Nous ne saurons pas ce qu'il en est de cette démonstration, celle-ci étant validée par la communauté mais remise en cause par Fulmer lui-même, qui prétendra en découvrir finalement une juste et meilleure. L'essentiel n'est-il pas pour Badiou de nous faire appréhender que la pensée n'est fidèle à son exigence qu'à la condition d'écrire selon le trou dans le savoir qu'est en définitive sa vérité? De nombreux montages, de nombreuses possibilités peuvent dès lors figurer les savoirs. Le capital sera de déterminer comme à partir de ce montage l'on peut tracer en lui son propre vide. Ainsi encore des trois styles d'écriture de Calme-Bloch ici-bas, qui laissent au réel de la fiction l'impossible statut de ceci qui serait la somme ou l'entrelac des trois. Pas d'hésitation ni de contradiction interne donc, mais des dispositifs justement multiples dont le dessin est semblable. Posons maintenant ce repère essentiel qui doit permettre de mieux cerner ce qu'est, pour Badiou, le vide de la vérité. C'est le matérialisme. Lui seul, en effet, assume depuis des siècles la lucidité d'avoir à se passer de tout sacre et de toute religiosité. Le platonisme de Badiou ne se comprend qu'à partir de cette restriction. Badiou n'est évidemment pas platonicien avant d'être matérialiste, mais l'inverse. Ou bien, le platonisme de Badiou renvoyait à une décision de la pensée au regard de l'époque, mais le matérialisme est la structure éternitaire de toute philosophie digne et lucide. Badiou est notre grand matérialiste. Bien entendu, c'est l'époque en son ensemble qui a réactivé cette anti-tradition pour signifier le refus des essences et des idéaux. Deleuze et Guattari, par exemple, entendaient créer avec l'anti-Oedipe une psychanalyse matérialiste. Matérialisme des flux, d'un désir naturel producteur et machinique, au sens d'un jeu partout présent de connexion-disjonction. Mais le motif du matérialisme est inessentiel chez eux, au fond. S'il s'agit des apostrophes autre chose chez Badiou, c'est d'abord parce que le matérialisme sera convoqué comme cette figure de tradition et de combat, non pas seulement comme un non possible du multiple. Mais les matérialismes proposent beaucoup de thèses et de climats divers à partir d'un noyau commun. Quoi de semblable entre Épicure et Marx, l'antique et le dialectique, entre la Métrie et Lucrèce? On peut identifier chez Badiou une fermeté de principe qui le relie effectivement à la grande tradition, ou plutôt contre-tradition. Mais on doit aussi prendre la mesure de ce qu'il apporte de réellement créatif au matérialisme. Pour la fermeté, on a vu à quel point, selon Badiou, la pensée philosophique commençait d'exister dignement et lucidement, au point où elle rompt radicalement avec toute religiosité, c'est-à-dire avec toute interprétation du sens renvoyant à un sens du sens. Ce qu'il y a dans le sens, ce n'est jamais une révélation. Le sens n'est point un phénomène, une lumière ou donation d'être. Ce qu'il y a, c'est l'émergence paradoxale du sens à partir du non-sens, ou de ce qu'il faudrait peut-être mieux nommer la sensée. Cela suppose un sujet. Lui qui n'est point le maître conscientiel, la positivité d'un pouvoir, mais se trouve errant dans la procédure vide de nomination et d'interprétation de l'être, vide qui comme un appel d'air en quelque sorte, suffit à conférer une consistance relative aux choses, aux mots, aux multiples rencontrés et comptés de toutes parts. La fluidité de l'élément du sens suppose son inconsistance de principe. Lorsque l'on prend le sens, même avec toutes les subtilités de l'herméneutique, pour une chose, un quelque chose, on peut effectivement forclore en lui son insignifiance de principe et croire qu'il nous dit quelque chose en définitive, ou que l'homme est messager de l'univers. Forclusion qui certes constitue l'humanité du sens, mais qui pour cette raison n'est point du tout une révélation ni même une ouverture à l'être. Ordre accidentel, faiblesse de nos possibles, inconscience d'un reste toujours incommensurable. Appauvrissement de l'infinité des multiples qui s'intriquent en tous les sens et qui nous permet littéralement de croire au sens, en deçà duquel le vide de l'être demeure dans son inhumanité de structure, qui est tout aussi bien l'autre nom de l'infini. À quel point le discours de Heidegger reste déterminé par une voie de l'être qui lui suppose un sens, à quel point sa conception cependant non métaphysique de la vérité, dit-il,
Elle cependant l'ouverte absolue, première et terminale, reste terminée par une religiosité. Le matérialisme dans son autorité commune rencontre quelque lucidité. Non pas croire au fondement, les dieux, la cause à suivre, l'esprit, mais à l'antifondement, l'émergence du sens à partir du non-sens, mieux nommé vide de sens. Telle est aussi bien la matière comprise en elle-même, quand nous n'y projetons pas quelque grand esprit la pénétrant de sa lumière, quelque père à la fin, mécanisme se disséminant et se reconstituant à l'infini. Le matérialisme proposera en conséquence un procès en inverse. Ressaisir le vide de sens comme condition de possibilité du sens, non pas songer notre finitude comme la réduction d'une plénitude de sens, plénitude ailleurs existante mais qui nous serait ici-bas refusée pour quelque subtile et à vrai dire dégoûtante question initiatique. Deux traits très nécessairement anti-religieux. Si le matérialisme dispose la matière plutôt que l'esprit à son principe, c'est parce que cette première nommera la naturalité de ce qui est donné, l'infinité auto-constituée et constituante, anonyme présence éternitaire et qui se dissémine en de multiples aspects ayant cependant pour base le même trait de stabilité et d'unité, matière. Esprit est à contrario l'anthropomorphisme de ce que nous jetons dans les choses et dont le chapelet fera fabuleusement, de cet anonymat, création, intelligence, voire humanité. Le tout alors est en quelque manière rapporté à l'esprit du monde sur le modèle de ce que nous croyons être en nous l'illuminant, notre conscience ou esprit, alors que celle-ci, la conscience, suppose en fait qu'un accident et qu'une auto-négation adviennent à la matière. Rien de plus. Ecce homo alors, lorsque la matière se hasarde en esprit sans plus jamais ne pouvoir coïncider avec sa densité de mécanique. Vous serez censé d'être sensible à la torsion du non-sens sur lui-même en vous. Vous pourrez causer long et dru d'être ainsi travaillé par la manière dont la matière se dépressurise en vous. Mais un accident ou une négation, ce qui advient en nous à la matière, ce qui forme la matière d'esprit? Non, tout n'est pas simple dans le matérialisme. Et en premier lieu, doit-il être dialectique ou agencer le monde par combinaison de points de matière? En second lieu, comment penser la venue au réel de l'humain, l'animal qui ne se contente pas d'être de cette infinité mais qui ne cesse de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.